Niger, Niamey a abrité la 33e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, un sommet consacré à la mise en œuvre de l'accord de la zone de libre-échange continentale. Au Soudan, le Conseil militaire au pouvoir s'est finalement engagé ce week-end à appliquer et préserver un accord conclu avec la contestation. Le dit accord définit les grandes lignes de la future phase de transition. Le Mozambique à nouveau, la cible d'attaque de groupes armés. À l'issue de l'attaque revendiquée par le groupe djihadiste État islamique, 7 personnes dont un policier ont été tuées. Bonjour à chacun, bonjour à toutes et bienvenue dans cette session d'information sur SICA que nous ouvrons pas cette session qui s'est tenue donc à Niamey, ouverture ce dimanche à Niamey de la 33e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ce sommet a été consacré à la mise en œuvre de l'accord de la zone de libre-échange continentale. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. À l'entame des travaux, 4 pays, à savoir le Nigeria, le Bénin, le Gabon et la Guinée équatoriale, ont signé l'accord de la zone de libre-échange continentale et déposé leurs instruments de ratification. Une prouesse du président Issoufou Mahamadou, champion de la ZLECAf, qui a su convaincre le Nigeria, jusque-là réticent à ratifier. Issoufou Mahamadou a salué l'engagement de ses pairs à faire de la ZLECAf une réalité et le plus important marché mondial. Le chef de l'État nigérien a cependant reconnu que beaucoup reste à faire pour, par exemple, supprimer les barrières douanières. L'optimisation des effets positifs de la zone de libre-échange continentale africaine ne sera obtenue que si les protocoles déjà signés sur la libéralisation du commerce, des marchandises, des services et sur le règlement des différends sont accompagnés d'accords actuellement en cours de négociation sur les investissements, sur la concurrence et sur la propriété intellectuelle. Par ailleurs, les pleins effets de la zone de libre-échange continentale africaine, qui n'est qu'un des jalons du processus de notre intégration économique, ne seront obtenus que le jour où l'union douanière, le marché commun africain et l'union monétaire seront une réalité. Un vieux rêve qui se réalise, a soutenu le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a indiqué que les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, doivent certainement être fiers. Le président de la Commission a rappelé le processus qui a abouti à cet accord et tous ses avantages pour le continent africain. L'entrée en vigueur relativement rapide est une fierté pour nous tous. L'une des caractéristiques de cette zone est qu'elle renferme une diversité de situations économiques, géographiques, démographiques, allant des plus petites avec un PIB de moins d'1 milliard de dollars américains aux plus grandes avec plus de 350 milliards de dollars américains. Plus qu'une zone de libre-échange, la zone de libre-échange continentale est l'un des outils par excellence pour la réalisation de l'intégration en droite ligne des objectifs du traité d'Abuja et des aspirations de l'agenda 2063. Il est évident que l'opérationnalisation de la zone de libre-échange est de nature à favoriser l'entrepreneuriat, l'emploi de la jeunesse et l'émancipation des femmes. Cette jeunesse africaine en proie à toutes les tentations, exode rural, migration, trafic, criminalité transfrontalière. Le président en exercice de l'Union africaine, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, a aussi rendu hommage au président Issoufou et son leadership qui a abouti à la concrétisation de l'accord. Au Soudan, le Conseil militaire au pouvoir s'est finalement engagé ce week-end à appliquer et préserver un accord conclu avec la contestation. Le dit accord définit les grandes lignes de la future phase de transition, un engagement qui a poussé les manifestants à annuler une campagne de désobéissance civile. Mettant fin à leur bras de fer, les généraux et les chefs de la contestation au Soudan ont accepté en fin de semaine une présidence alternée à la tête d'un conseil souverain, la future instance censée diriger une transition d'environ 3 ans. L'initiative, parrainée par les médiateurs de l'Éthiopie et de l'Union africaine, est synonyme de détente après plusieurs mois de tensions ayant suivi la destitution par l'armée du président Omar el-Béchir. Nous remercions Dieu pour ce succès. Maintenant, nous sommes parvenus à un accord longuement attendu. Cet accord a besoin de coopération et a besoin de la confiance de tout le monde pour que nous puissions faire avancer le pays.
Devant une foule bigarrée, tout en liesse, Lamé s'engage à ne pas décevoir les attentes. Aujourd'hui, nous promettons à vous et à nos frères avec qui nous avons conclu l'accord que désormais, nous devons avancer, unir nos efforts et nous parler pour que nous puissions faire avancer ce pays. Car il y a les ressources pour le faire et ces ressources sont entre vos mains. Nous devons en prendre soin. Le pays a besoin de nos efforts pour avancer. Le Conseil souverain sera composé de 5 militaires et 6 civils, dont 5 issus de l'Alliance pour la liberté et le changement, ALC, fer de lance de la contestation. Selon les termes de l'accord, les militaires vont d'abord présider la transition pendant 21 mois et les civils prendront par la suite la relève durant 18 mois. Manifestation de milliers de personnes rassemblées jeudi et vendredi à Lilongwe au Malawi. Le président Peter Mutharika candidat de cette mobilisation qui vise à dénoncer sa réélection en mai dernier. Reportage. Les protestataires manifestent depuis près de 2 mois contre les résultats de l'élection présidentielle et demandent la démission de la présidente de la commission électorale. Cette situation sort le président malawite de ses gonds. Le chef de l'État, Peter Mutharika, a accusé les organisateurs des manifestations de comploter pour renverser son gouvernement et les a avertis que les autorités les traiteraient avec sévérité. La violence que vous voyez est calculée pour transformer le Malawi en un État sans loi. C'est pourquoi ils veulent saper toute institution démocratique qui assure l'ordre et la loi dans ce pays. Ce qu'ils essaient de faire, c'est d'essayer de déstabiliser ce pays et de prendre le pouvoir. Mais je peux leur assurer qu'il leur faudra me passer sur le corps pour prendre le pouvoir. Mais ils ne prendront jamais, jamais et au grand jamais le pouvoir. Environ 20 000 partisans du chef de l'État ont participé samedi aux célébrations de l'indépendance dans un stade de Blantyre au lendemain des manifestations. Vendredi, en effet, les manifestants ont défilé calmement dans la capitale Lilongwe où de nombreux magasins sont restés fermés et dans la capitale économique du pays, Blantyre. En Algérie, des partis d'opposition ont appelé samedi à la création d'une instance de dialogue en vue d'organiser dans 6 mois une élection présidentielle. Un scrutin excluant dans sa forme la participation des symboles de l'ancien régime. Reportage. Une instance de dialogue pour l'Algérie en pleine crise politique. C'est la nouvelle trouvaille des partis politiques de l'opposition. La finalité, se mettre d'accord sur une période d'une durée de 6 mois, laquelle débouchera sur une élection libre et pluraliste qui permettra au peuple d'exercer sa pleine souveraineté. Selon le projet de feuille de route retenu à l'occasion, ni les autorités politiques ni l'armée ne seraient impliquées. Le creuset envisagé exclut par ailleurs les personnalités à l'affiliation partisane. Une proposition qui pourtant n'a pas calmé les protestataires qui ont de nouveau manifesté pour un 20e vendredi consécutif, réclamant le départ de tous les anciens fidèles du président déchu. Après 20 ans au pouvoir, Abdelaziz Bouteflika a démissionné le 2 avril sous la pression conjuguée de l'armée et de manifestations populaires massives organisées chaque semaine depuis le 22 février. Mais depuis, le président intérimaire Abdelkader Ben Salah et le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, véritable homme fort du pays, font face à un mouvement de protestation qui manifeste chaque vendredi contre le régime et avec lequel ils s'opposent sur les contours de la transition politique. Les protestataires, l'opposition et la société civile refusent catégoriquement que les proches de l'ex-président, encore aux commandes, organisent le prochain scrutin et réclament par conséquent des institutions de transition indépendantes. Toujours en Algérie, Jamel Ould Abay a été placé en détention préventive. L'ancien secrétaire général du Front de Libération Nationale, parti du président algérien déchu Abdelaziz Bouteflika, est poursuivi notamment pour dilapidation de deniers publics. Jamel Ould Abay a été placé en détention préventive par le magistrat enquêteur de la Cour suprême algérienne. Le parquet général près de la Cour suprême avait engagé les procédures de poursuite judiciaire à son encontre après qu'il eut volontairement renoncé à son immunité parlementaire.
En effet, l'homme est poursuivi en tant qu'ancien ministre de la Solidarité nationale pour dilapidation de deniers publics, conclusion d'un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, abus de fonction et faux en écriture publique. Jamel Ould-Abbès a enchaîné les postes ministériels dès l'arrivée à la tête de l'État en 1999 de Bouteflika et ce jusqu'en 2012. Depuis 2013, il était membre de la Chambre haute, le Conseil de la Nation. De 2016 à 2018, il a été à la tête du FLN, parti au pouvoir. Depuis qu'Abdelaziz Bouteflika a démissionné le 2 avril, la justice a lancé une série d'enquêtes sur des faits de corruption visant de hauts responsables et des hommes d'affaires réputés proches de l'ancien président. Le pays est en proie depuis le 22 février à des manifestations populaires qui réclamaient dans un premier temps le départ de Bouteflika et qui veulent désormais la fin du système au pouvoir. Le Mozambique a à nouveau la cible d'attaque de groupes armés. À l'issue de cette attaque revendiquée par le groupe État islamique, 7 personnes, dont un policier, ont été tuées. Plus de précisions à travers ce reportage. Ce sont les casernes de l'armée mozambicaine dans le nord du pays qui ont été les principales cibles des attaques des soldats du califat. La riposte foudroyante aurait occasionné d'importants dégâts matériels et 7 pertes en vies humaines, précisément un policier et 6 civils tués, dont 2 enfants. Le forfait commis, le groupe État islamique aurait aussitôt revendiqué sa participation à l'attaque meurtrière selon le site Intelligence qui surveille les activités djihadistes dans cette partie de l'Afrique. Et c'est la deuxième fois qu'il revendique une attaque dans le nord du Mozambique. Depuis octobre 2017, les militants islamistes ont pris pour cible les communautés isolées de Cabo Delgado, une province riche en gaz et majoritairement musulmane. Plus de 250 personnes ont été tuées durant les différentes attaques et des milliers d'autres ont quitté leur foyer malgré une forte présence policière et militaire dans cette région frontalière de la Tanzanie. La police et les autorités ont pour règle de ne pas commenter les activités des insurgés, même si les attaques sont confirmées par la population locale. L'identité des militants islamistes actifs dans le nord du Mozambique reste pour l'heure incertaine et leur motif inconnu. Plusieurs analystes ont exprimé des doutes sur les revendications de l'EI, suggérant qu'il est peu probable que le groupe ait des contacts directs avec des combattants au Mozambique. Une note sportive dans cette édition, la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 se poursuit sans les tenants du titre. Le Cameroun a été éliminé samedi dernier par le Nigeria en 8e de finale. Alessandro, champion en titre et grand favori. Les Lions indomptables rentrent au Cameroun dans la tristesse. Le duel de géants a tourné donc à l'avantage des Super Eagles. Quelques réactions de supporters camerounais au micro de Narcisse ou notre correspondant sur place. On n'a pas démérité, mais on n'a pas eu la chance de l'autre côté. On a le retour en 2021, on sera prêt. En tant que champion d'Afrique, si vous avez regardé le classement depuis toute la compétition, nous défendons. Nous n'avons rien de probant dans le fond du jeu. Nous ne pouvons pas marquer 2 buts. Nous étions menés. Nous avons eu cette capacité de réaction, d'égaliser et de marquer un second but. Et nous allons à la mi-temps avec cet avantage et on se fait rattraper en 2 minutes. Pour moi, c'est déplorable. Moi, je me dis qu'après la sortie de Georges Mandjek, ça a gâté tout le match. Parce que peut-être on laissait même Georges Mandjek passer en 2 minutes, c'est là où on égalisait tous les 2 buts. Dans tous les sens, vous avez vu que le Nigeria mérite sa victoire. Parce que leur jeu était plus structuré que le jeu du Cameroun. Donc je souhaite bien que les Camerounais rentrent au bercail avec beaucoup d'humilité et on repense le football dans son ensemble, comme dans tous les autres domaines. Jouer le match passé comme le match d'aujourd'hui, vraiment ça devait au moins aller. Mais aujourd'hui là, ils ont bien joué, mais à la rigueur, ils nous ont vraiment mis à désenclavement. Ça ne vaut même pas la peine. Donc, regrette pas quoi. Une équipe de mouilleurs où ils ont dormi haut et ils nous ont souillés. Nous suivrons donc dans nos prochaines éditions l'analyse d'un chroniqueur sportif. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne semaine en compagnie du programme de SICA. À très bientôt.